Les protéines fibreuses. Les protéines fibreuses, qui sont également appelées les protéines structurales, jouent un rôle essentiel dans la composition de la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs. Elles contribuent à la forme et à la structure des cellules et des tissus chez les organismes vivants. Et ces protéines sont notamment impliquées dans la formation des fibres musculaires, des tendons, des ligaments, de la peau et des cheveux. Leur organisation rigide repose sur une disposition spécifique des chaînes polypeptidiques, permettant la formation de structures allongées, souveraines et lisses ou en feuillet. Cette présentation se concentre sur deux protéines fibreuses majeures, le collagène et la kératine. Ces molécules sont indispensables à la mécanique, la protection et à la flexibilité des structures corporelles. De plus, elles interviennent dans la transmission des signaux mécaniques, le stockage et la libération des facteurs de croissance. Elles influencent également plusieurs fonctions cellulaires, comme l'attachement, la migration, la différenciation et l'expression des gènes, tout en interagissant avec des récepteurs spécifiques. Ainsi, j'examinerai l'importance biochimique et fonctionnelle du collagène et de la kératine à travers l'étude de leur structure, de leur biosynthèse, de leurs propriétés physico-chimiques et des pathologies associées aux altérations de ces protéines. Et enfin, pour conclure, j'aborderai leur application industrielle et médicale en mettant en avant une récente avancée dans la recherche. Donc, la première diapositive ici démontre plutôt juste les différents types du collagène, en plus de leurs sous-catégories. J'ai trouvé ça un peu cool à démontrer puisque ça montre la différente composition moléculaire et la distribution tissulaire. Je ne vais pas aborder tous les différents types, comme on peut voir qu'il y en a beaucoup, mais c'est plutôt pour le titre d'intérêt. Donc, la structure. Le collagène est une composante structurelle majeure de tous les tissus conjonctifs et se retrouve également dans les tissus interstitiels de la plupart des organes parenchymataux, où il contribue à leur stabilité et à leur intégrité. Il s'agit de la protéine qui est la plus abondante chez les animaux, représentant environ 30% des protéines corporelles. On peut distinguer 28 types de collagène, comme j'ai présenté dans l'autre diapositive, qui sont caractérisés par leur répétition du motif tripeptide glycine XY. Comme démontré dans la figure ci-dessus, on voit la répétition de la glycine à chaque troisième résidu avec les résidus X et Y qui correspondent fréquemment à la proline et à l'hydroxyproline, respectivement. Ces types de collagène sont regroupés en plusieurs sous-catégories en fonction de leur organisation et de leur fonction, dont les collagènes formant des fibrilles, ceux associés aux fibrilles, ceux organisés en réseau, les fibres d'ancrage, les collagènes transmembranaires et ceux de la membrane basale. Chacun de ces catégories va ensuite jouer un rôle distinct dans la structure et de la fonction de les tissus auxquels elles sont associées. La structure fondamentale du collagène repose sur l'association de 3 chaînes polypeptidiques alpha en une triple hélice ayant un pas de droit autour d'un axe central. Et ainsi, ça va former une fibrille. Chaque chaîne va adopter une hélice gauche et on peut vous remarquer, comme j'ai mentionné plus tôt, la glycine qui va être en position fixe. La taille de la glycine elle-même permet l'empaquetage serré des chaînes une fois qu'elles se superposent, ce qui contribue à la stabilité et à la rigidité de la structure. Lorsque plusieurs fibrilles s'associent ensemble, là, on voit la formation de fibres de collagène. Donc, dans cette figure, on voit la formation de la superhélice à la gauche et ensuite le repliement dans la deuxième. On voit la structure, les liaisons hydrogènes qui vont avoir lieu entre deux chaînes et sont représentées dans la figure et dans la vulgarisation là. Donc, la longueur de la triple hélice va varier selon la sous-catégorie. Les collagènes formant des fibrilles possèdent généralement des longs domaines hélicoïdaux, alors que d'autres types sont plus courts ou présentent des interruptions dans la triple hélice. La présence de domaines non collagéniques autour de l'hélice joue également un rôle clé, dont en particulier l'extrémité C-terminale va être impliquée dans l'assemblage de la triple hélice, tandis que les extrémités N-terminaux vont réguler le diamètre des fibrilles.
Et enfin, les télopeptides non hélicoïdaux, ainsi que les interactions avec d'autres composantes de la matrice extracellulaire, vont favoriser la formation de liaisons croisées entre les chaînes, ce qui va renforcer la structure des superhélices. La biosynthèse des propriétés. Donc, les étapes de la synthèse du collagène débutent avec la transcription et la traduction de l'ARN messager. Donc, les gènes pro-alpha 1 et pro-alpha 2 sont transcrits en ARN messager dans le noyau. Ils vont être ensuite transportés dans le cytoplasme où ils sont pris en charge par les ribosomes pour la traduction des chaînes pré-pro-alpha. Ensuite, on va voir qu'il va y avoir une série de modifications post-traductionnelles qui vont avoir lieu dans le réticulum endoplasmique, comme présenté dans la figure ci-dessus. Donc, une fois dans le réticulum endoplasmique, les pré-pro-polypeptides vont subir 3 modifications majeures pour être transformés en procollagène. Le premier, c'est le clivage du peptide de signal, qui va être le clivage où le segment N-terminal va être excisé pour former le pro-polypeptide. Ensuite, on va voir l'hydroxylation, où quelques résidus de lysine et de proline vont être hydroxylés par des enzymes hydroxylases avec la vitamine C comme cofacteur. Ensuite, on va voir la glycosylation, où certains résidus hydroxylés vont être glycosylés par l'ajout de galactose et de glucose bêta. Ensuite, on voit la formation de la triple hélice, où 3 chaînes pro-alpha hydroxylées et glycosylées vont s'associer pour former une triple hélice stabilisée par un mécanisme de repliement en fermeture éclair. Ensuite, il y a la maturation dans l'appareil de Golgi, où le procollagène va être transporté vers l'appareil de Golgi, où il va subir des modifications finales avant d'être conditionné dans des vésicules sécrétoires et exporté dans l'espace extracellulaire. Donc, voici la molécule procollagène et son exportation dans l'espace extracellulaire. Ensuite, on va voir la transformation en tropocollagène, où une fois sécrété, le procollagène va être clivé à ses extrémités par des collagènes peptidases, libérant ainsi des unités de tropocollagène. Et ensuite, il y a l'assemblage en fibrille de collagène, où les molécules de tropocollagène vont s'auto-assembler en fibrille et l'enzyme lysyl oxydase va catalyser la formation de liaisons covalentes entre les résidus lysine et hydroxylysine, renforçant ainsi la structure des fibrilles de collagène. Donc, le collagène est une protéine qui est très riche en proline, hydroxyproline et proline, en glycine, pour stabiliser la structure en triple hélice. Elle est principalement insoluble, mais il peut devenir soluble en milieu acide ou sous l'action d'enzymes. Elle possède une haute résistance à la traction avec une élasticité variable selon le type, et sa température de dénaturation, qui est légèrement supérieure à celle du corps, dépend de sa teneur en hydroxyproline. Il interagit avec l'eau pour assurer la flexibilité et la régénération tissulaire et est sensible aux enzymes pour le remodelage. Enfin, ces modifications post-traductionnelles et les liaisons croisées vont influencer sa stabilité et Les maladies liées au collagène peuvent être causées par plusieurs mécanismes, notamment les mutations génétiques, auto-immunes, le métabolisme anormal du collagène et chez les mutations concernant les enzymes de traitement du collagène. Désolée, c'est mon chat. Donc, des mutations génétiques, on va voir que ça va entraîner une mauvaise organisation des fibres ou une altération des hélices collagéniques. Chez l'ostéogenèse imparfaite, le OI, c'est principalement dû à des mutations autosomiques dominantes dans les gènes col A-alpha 1 et col 1-alpha 2 que dans pour le collagène de type 1. Ces mutations entraînent une production altérée ou insuffisante de collagène, causant des fragilités osseuses ou des fractures fréquentes. C'est responsable des formes de type 1 à 4 de l'OI avec une sévérité variable. Ensuite, il y a le syndrome Ehlers-Danlos qui représente un groupe de maladies héréditaires affectant la synthèse ou la maturation du collagène, entraînant une hyperélasticité cutanée, une hypermobilité articulaire et une fragilité tissulaire. Dans le diagramme de bas, on voit les lieux où les modifications peuvent entraîner certaines maladies, où on peut voir que presque toute altération sur la chaîne polypeptidique normale, on va voir que ça va entraîner à l'ostéogenèse imparfaite. On peut aussi voir la section de bas ici, où on va voir les différents
type de Ehlers-Danlos. Et de l'autre côté, on va voir l'OI à masse osseuse élevée, qui est un des types un peu plus sévères de l'OI. Et dans le syndrome de Ehlers-Danlos, on va aussi voir un peu on va voir deux types qui sont un peu plus importants. Donc, il y a le type vasculaire qui va être lié à une inhibition du collagène de type 3 qui va provoquer une fragilité des artères, de l'utérus et des intestins, augmentant le risque de rupture fatale. Et le type 5 et 6 qui sont associés à une déficience en hydroxylase ou en lysine hydroxylase. Des maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque les structures de collagène sont par exemple le polyarthrite rhumatoïde, qui est induit par le collagène. Il y a un modèle expérimental de l'EPR et où ça va être déclenché par une réaction auto-immune dirigée entre le collagène de type 2, l'identification erronée du collagène natif comme antigène étranger active les lymphocytes T et B qui va entraîner une réponse inflammatoire chronique. Donc, on peut voir un peu le cheminement de la maladie. On voit que la jointe sans santé va devenir de plus en plus inflammée et va être un peu dégradée. Chez le métabolisme anormal du collagène, on va voir que ça implique une dégradation excessive ou des mutations enzymatiques affectant sa synthèse et son assemblage dans l'arthrose et le scorbut. Le scorbut résulte d'une carence en vitamine C qui est essentielle à l'activité des hydroxylases impliquées dans la stabilisation des hélices alpha. Donc, ça va entraîner une altération de la synthèse du collagène par hyperméthylation de l'ADN, provoquant une fragilité cutanée et vasculaire, des hémorragies, des retards de cicatrisation et une immunosuppression. Ensuite, chez les maladies liées aux mutations enzymatiques du collagène, il y a le syndrome Creutzfeldt-Jakob, qui est un désordre rare de tissu conjonctif qui va être caractérisé par une peau lâche, inélastique et affaissante. Maintenant, passons à la kératine. Donc, la kératine est une famille de protéines essentielles qui sont principalement accumulées dans les kératinocytes et qui vont jouer un rôle clé dans le sport, la protection et la régénération des tissus, notamment dans les cheveux, les ongles et la peau. Une différence importante entre les kératinocytes est que ce sont des cellules qui sont vivantes, migrantes depuis de la membrane basale de l'épiderme jusqu'à la couche cornée. Et à ce stade de maturation, elles vont mourir et former une barrière composée de cellules mortes remplies de kératine. Donc, la kératine est sécrétée par les kératinocytes. La kératine constituant de filaments intermédiaires représente environ 80% des protéines de l'épithélium stratifié, où elle est fortement exprimée et forme un groupe divers de protéines. Il existe 54 différents types de kératine classés en deux types principaux, le type 1 et le type 2. Donc, le type 2, on voit que ces kératines sont majoritairement acides, de faible poids moléculaire, et ils sont impliqués dans la protection contre le stress mécanique, tandis que les kératines de type 2 sont principalement basiques ou neutres et de plus grands poids moléculaires, jouant ainsi un rôle dans la régulation de l'activité cellulaire et maintenant l'équilibre avec les kératines de type 1. Donc aussi, ici, on voit juste la dimérisation et ensuite la tétramérisation pour former les filaments de kératine. Et on voit aussi la structure primaire ou la structure en acide aminé. On voit aussi deux configurations structurelles de la kératine qui peuvent être distinguées selon la structure des chaînes polypeptiques. Donc, l'alpha-kératine qui est présente dans les cheveux, l'épiderme, les cornes et les ongles des mammifères. Et cette forme est principalement fibreuse et hélicoïdale, stabilisée par des liaisons hydrogènes. Ensuite, on a le bêta-kératine qui est présent dans les plumes, les griffes, les becs, les écailles des reptiles, où elle forme des feuilles bêta parallèles conférant une rigidité et dureté. Donc, la structure primaire de la kératine est riche en cystéine, facilitant la formation de ponts de sulfure pour renforcer la stabilité. La structure secondaire comprend 3 domaines distincts, dont la tête, un domaine N-terminal, un domaine central alpha-hélicoïdal et un domaine C-terminal qui est la queue. Ces protéines peuvent s'auto-assembler en filaments avec des sous-domaines ayant des rôles spécifiques dans l'assemblage des filaments et l'interaction avec les complexes d'adhésion cellulaire et les molécules de signalatrices.
Au niveau tertiaire et quaternaire, les filaments de kératine alpha sont formés par l'assemblage de kératine de type 1 et 2 en hétérodimère puis en tétramère qui vont s'assembler en filaments de 10 nanomètres. La synthèse de la kératine est un processus fondamental dans la formation et la différenciation des cellules épithéliales. Elle débute dans les cellules vivantes où les précurseurs de kératine apparaissent initialement à la périphérie de la cellule avant de s'organiser progressivement en un réseau filamenteux qui se déplace vers le noyau. Les filaments de kératine forment des réseaux dynamiques capables de remodeler sous l'effet de modifications post-traductionnelles. Sur le plan biophysique, une fois recyclés, ces filaments possèdent des propriétés similaires à celles des matériaux solides. Donc, les kératines cutanées des mammifères sont particulièrement riches en glycine, sérine, leucine et acide glutamique. Et certains résidus, comme la lysine et la glutamate, sont indispensables à la formation correcte des filaments, tandis que les acides aminés soufrés, comme le soufre, permettent la formation de ponts du sulfure. Parmi les modifications post-traductionnelles, on retrouve les liaisons croisées par les transglucominases qui vont stabiliser les agrégats de kératine en formant des liaisons covalentes entre les protéines kératiniques et d'autres composés de l'enveloppe cornifiée. On voit la formation de ponts disulfure qui vont se produire entre les résidus de cystine, comme j'ai mentionné un peu tantôt. On va voir la phosphorylation et la déphosphorylation qui vont faire la régulation de l'assemblage et la solubilité des filaments de kératine. Ce processus influence également les interactions de kératine avec d'autres protéines, notamment celles de signalisation. On va voir la phosphorylation des domaines N-terminal des kératines de type 2 qui va modifier leur charge nette et empêchant temporairement leur association avec les domaines centrales des kératines adjacentes et modulant ainsi la formation des filaments. On va voir la glycosylation qui va interférer avec la phosphorylation et altérer les propriétés de liaison de kératine. Il y a aussi la désamination qui va convertir l'arginine en citrulline par l'action de l'enzyme peptidyl arginine déaminase qui va entraîner une perte de charge positive, modifiant la conformation et l'organisation des filaments de kératine. Et ensuite, il y a le clivage protéolytique qui est un mécanisme essentiel de renouvellement de la dégradation des kératines. Les kératines peuvent également être dégradées par des kératinases qui sont produites dans les micro-organismes kératinolytiques, comme les bactéries et les champignons. Et ces enzymes spécialisées permettent la dégradation de la kératine contenue dans les cheveux, les ongles, les plumes et d'autres structures kératinisées. Les mutations affectant les gènes de la kératine peuvent entraîner diverses maladies génétiques qui sont souvent caractérisées par une fragilité cutanée et des anomalies dans la formation et la structure des filaments intermédiaires. Ces pathologies ont un impact majeur sur la qualité de vie des patients en raison de douleurs, de lésions cutanées et de complications associées. Chez l'échitose hypodermolytique, qui est une maladie génétique rare présente dès la naissance, on voit que les mutations altèrent la conformation des filaments de kératine, entraînant une diminution de leur stabilité et une hyperkératose due au défaut de discrimination. Il y a aussi d'autres maladies qui incluent la kératodermie palmotulaire et l'épidermolyse bullosa simplex. Donc, pour faire une brève comparaison entre la collagène et la kératine, on voit que ce sont tous les deux des protéines structurales linéaires et fibreuses, qu'elles sont surtout insolubles dans l'eau et les solvants organiques. Elles possèdent une grande résistance à la tension et présentent une structure complexe à triple hélice, mais que la kératine a aussi une forme feuillet, qu'elles se retrouvent dans la matrice extracellulaire des cellules et qu'elles forment des superhélices. Chez les différences, il y a aussi la présence dans des tissus différents, compositions en acides aminés distinctes différentes, dont le collagène qui est riche en glycine, proline et hydroxyproline, tandis que la kératine contient une plus grande proportion de cystéine. Différent chez la chaîne polypeptidique, où le collagène adopte un peu de gauche, alors que la kératine est une hélice droite. Le cross-linking dans le collagène se fait par des liaisons covalentes entre les chaînes via des résidus de lysine, tandis que dans la kératine, les chaînes sont stabilisées par des ponts disulfure entre les cystéines. Il y a aussi des différences chez les rôles fonctionnels différents et des grandes différences chez les applications médicales et cosmétiques. Les applications spécifiques.
Donc, le collagène et la kératine sont devenus des biomatériaux précieux en raison de leur biocompatibilité, de leur biodégradabilité et de leur capacité à soutenir la croissance cellulaire. Chez les biomatériaux à base de collagène, on voit que le collagène est largement utilisé dans les applications médicales en raison de son excellente tolérance biologique et de sa faible antigénicité. Il joue un rôle clé dans les systèmes d'administration de médicaments, notamment les écrans ophtalmiques, les pansements pour les plaies, les comprimés de délivrance de protéines, les matériaux pour l'administration transdermique et les nanoparticules pour la thérapie génique. De plus, le collagène est essentiel en ingénierie tissulaire, notamment pour le remplacement de la peau, les substituts osseux et la fabrication des vaisseaux sanguins et de valves artificielles. Des films de collagène ont également été développés pour l'étude de la calcification tissulaire et de la tumorigène. Pour les biomatériaux à base de kératine, on voit que le kératine suscite un intérêt croissant en tant que biomatériau en raison de ses propriétés d'auto-assemblage, de sa capacité à favoriser la prolifération cellulaire et de son absorption dans l'eau. Ces caractéristiques le rendent adapté à diverses applications biomédicales telles que la cicatrisation des plaies, l'administration des médicaments, la régénération des tissus buccaux et la réparation nerveuse. Les biomatériaux à base de kératine existent sous différentes formes, notamment sous la forme de fibres, d'échafaudage, de films, d'hydrogel et de nanoparticules. Ils sont fabriqués grâce à des techniques telles que l'électrofilage, la réticulation et le moulage en solution. Pour améliorer leurs propriétés antimicrobiennes et leur bioactivité, ces matériels peuvent être enrichis en médicaments, antibiotiques et facteurs de croissance permettant une libération contrôlée et prolongée des principes actifs. Donc, le collagène et la kératine offrent ainsi un fort potentiel pour les innovations biomédicales, dont plusieurs que j'ai mentionnées font partie de la recherche actuelle, dont les nanoparticules et la régénération tissulaire, qui ont des applications variées en médecine régénérative, en ingénierie tissulaire et en administration ciblée des médicaments. Dans le domaine cosmétique, les deux protéines sont utilisées très fréquemment dans plusieurs produits. Le collagène est utilisé dans plusieurs sérums et crèmes anti-âge pour favoriser l'hydratation et l'amélioration de l'élasticité de la peau. Chez les suppléments de collagène en peptides hydrolysés pour stimuler la production naturelle de collagène, et dans des produits capillaires pour rendre les cheveux brillants en réparant leurs fibres capillaires. La kératine est plutôt utilisée pour la structure des cheveux, ongles et la peau, chez les traitements capillaires, shampoing et après-shampoing pour les cheveux, chez les vernis et soins d'ongles et chez les soins pour la peau. Une nouvelle étude de cette année, menée par des chercheurs de l'Université Rice et de l'Université de Virginie, ont remis en question la compréhension traditionnelle de la structure du collagène. En utilisant la cryomicroscopie électronique, l'équipe a découvert une conformation inattendue du collagène qui s'écarte de la torsion super-hélicoïdale droite conventionnelle. Cette variation structurelle permet des interactions moléculaires uniques, suggérant que le collagène est plus diversifié que l'on pensait auparavant. Donc, pour conclure, le collagène et la kératine sont des protéines fibreuses essentielles qui jouent un rôle clé dans la structure et la fonction des tissus biologiques. Le collagène assure la résistance et l'élasticité du tissu conjonctif, tandis que la kératine confère une solidité et une protection aux structures comme la peau, les cheveux et les ongles. Leur organisation moléculaire unique leur permet de remplir ces fonctions spécifiques. De plus, les récentes avancées en recherche et en biomédecine, notamment chez l'imagerie structurelle et la régénération tissulaire, continuent d'élargir notre compréhension de ces protéines, ouvrant la voie à des nouvelles applications en médecine régénérative et en biotechnologie. Enfin, voici mes sources et références.